Oui. Je voudrais que vous essayiez, j'allais dire de raconter, c'est un peu... Bon. L'arrivée chez les Bororo, vous voulez Oui, dire. de ces premiers contacts. Vous savez, je revois ça comme si j'y étais. Nous étions arrivés en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un petit village, c'est-à-dire quelques huttes de paille, et des piroguiers qui pourraient nous conduire plus loin sur le fleuve, là où il n'y a que les Bororo. Bon, nous sommes arrivés là, il n'y avait personne. Les maisons étaient en ruine, la fièvre jaune avait passé par là, avait décimé. Nous sommes dit jamais nous en sortirons. Alors on est parti un peu à l'aventure, en marchant, les uns dans une direction, les autres dans un autre, puis une autre finalement. On a trouvé une hutte où vivait une famille très misérable, de ce qu'on appelle au Brésil les caboclos, c'est-à-dire espèce de métis de blancs et d'indiens, et qui était dans la disette la plus complète. Et vous savez, dans ces régions limites entre le peuplement indien et les dernières traces de peuplement local, au fond, les Indiens ont un niveau de vie, un standard qui est très supérieur à celui des paysans les plus pauvres qui nous entourent. Alors, cet homme, ça l'a un peu tenté de venir avec nous parce qu'il s'est dit qu'il rapporterait quelques provisions, du tabac. Il n'avait plus de tabac, il n'avait rien. Bon, nous sommes partis dans sa pirogue, très beau fleuve, des animaux, des oiseaux, une espèce d'énorme bois de plusieurs mètres que nous avons rencontré. Enfin, tout ça a été très excitant. Et puis, un beau matin, après avoir campé sur les berges, comme nous faisions, nous avons aperçu de formes, trois, assez rouges, sur les bords de l'eau. C'était les premiers Bororo que nous voyions. On s'est fait comprendre comme on a pu, expliquer qu'on allait chez eux. L'un de vous parlait Non, personne ne parlait. Eux-mêmes ne parlaient pas portugais, mais enfin, par gestes, on est arrivé à s'expliquer. Ils sont partis en éclaireur nous annoncer, et puis nous avons débarqué à un endroit sur la berge où il y avait une quantité alors d'Indiens, une quantité, j'exagère parce qu'il y avait peut-être au total 140 personnes dans ce village. Mais enfin, tout un groupe d'Indiens qui s'agitait, et c'était eux qui nous attendaient. Et nous avons grimpé la berge qui était très abrupte, et là, on s'est trouvé en présence du village qui était au bord de l'eau, et qui était un spectacle étonnant parce que les Bororo sont un morceau de roi pour les ethnologues, en ce sens qu'ils ont une organisation sociale très très compliquée qui se trouve entièrement inscrite dans le plan du village. C'est un grand village circulaire, toutes les huttes disposées sur le pourtour, avec au milieu une hutte beaucoup plus grande que les autres, qui est la maison des hommes, le club masculin, où les célibataires dorment, où les hommes mariés travaillent, parce que c'est une société matrilinéaire, les huttes familiales appartiennent aux femmes, et les hommes, par conséquent, habitent chez leurs femmes. Ils ne sont chez eux que dans leur club central. Et en plus de ça, chaque hutte ou groupe de huttes appartient à un clan particulier dans un ordre rigoureusement prescrit, et le village est idéalement divisé en deux moitiés qui s'appellent en Bororo les Tchera et les Tougaré, avec cette règle que les hommes d'une moitié ne peuvent épouser que les femmes de l'autre moitié et réciproquement. De sorte qu'un homme né dans une moitié dans la hutte de sa mère, mais quand il se marie, il traverse cette frontière idéale du village et il va habiter chez sa femme qui est de l'autre côté.